J'ai demandé à Claude-Olivier Deron, qui est maître de conférence en philosophie et histoire des sciences à Paris Diderot, d'intervenir. Alors vous verrez, c'est pas sur le thème qui est annoncé, mais il vous expliquera. Voilà. Bon, merci Paul Lou pour cette invitation. Et effectivement, le thème que j'avais indiqué, en fait, quand Paul Lou m'a fait l'amitié de m'inviter, j'étais un peu embarrassé sur le type de sujet que j'allais choisir parce qu'il m'avait sollicité pour parler d'un livre que j'ai fait paraître il y a 1 an ou 2 maintenant, qui s'appelle L'homme altéré et qui est sur une histoire de la notion de race, on va dire, au milieu du 19e siècle. Et donc, les questions éthiques étaient un peu lointaines de ça. Donc, je me suis dit que finalement, je n'allais peut-être pas parler de ça, même si c'est le titre qui apparaissait. J'aurais pu parler un peu des sujets plus contemporains sur lesquels je travaille maintenant, sur justement la pertinence de mobiliser la notion de race pour réfléchir à tout un ensemble d'inégalités et notamment d'inégalités de santé. Mais je ne ferai pas ça parce que c'est trop complexe. Et donc, j'ai décidé finalement de me tourner vers quelque chose de très différent et d'assez concret, qui est en fait une recherche-action que j'avais menée il y a 4 ans pour Médecins du Monde à Marseille, qui avait été portée à l'époque par la chancellerie et par le ministère de la Santé, et qui visait à développer des stratégies d'évitement de l'incarcération pour des personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères et en grande précarité. Il se trouve que mon autre spécialité, c'est les rapports entre psychiatrie et justice. Et donc, c'est de ça que je vais parler. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions éthiques sur ces problèmes-là, évidemment. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on pourrait dire là-dessus. Mais je vais me concentrer sur cette thématique des alternatives aux incarcérations pour des publics en grande précarité avec des troubles psychiatriques sévères et les questions éthiques que ça peut poser que de les développer. Alors, je vais commencer par un double constat. Premier constat, celui du fait qu'il y ait un phénomène extrêmement bien documenté dans la littérature internationale, c'est l'existence d'un croisement fort entre troubles psychiatriques sévères, notamment troubles psychotiques, sans-abrisme et incarcération, ainsi que ce qu'on appelle plus précisément un phénomène de revolving doors, donc un cercle entre la rue, l'hôpital et la prison pour toute une frange extrêmement précarisée de la population psychiatrique. Alors pour vous donner quelques chiffres comme ça, les prévalences dans les prisons américaines pour des troubles psychiatriques varient entre 4 et 15% selon le type de pathologie. Elles excèdent en tous les cas les prévalences aux populations générales. Et pour en donner un exemple plus précis, dans les jails, qui serait un peu l'équivalent des maisons d'arrêt chez nous, les études de Stellman arrivent à des taux de 14,5% de troubles psychotiques chez les hommes et troubles psychiatriques sévères, je pense, parce que ce n'est pas simplement les troubles psychotiques là, et 31% chez les femmes. Par ailleurs, des études montrent aussi que les personnes ayant connu au moins un épisode de sans-abrisme dans l'année précédant leur incarcération représentent 15,3% des populations dans les jails américaines, soit 7 à 11,3% leur nombre en population générale. Donc, ce croisement, il est bien identifié. Je vous donne quelques chiffres, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait donner. Et à ce croisement bien identifié au niveau international, notamment dans les pays anglo-saxons, qui sont ceux qui ont le plus développé des études épidémiologiques en psychiatrie sur ces sujets, correspond le développement de stratégies alternatives à l'incarcération pour ce genre de public, qu'on appelle des stratégies dites de jails diversion ou d'évitement des incarcérations. Plus de 560 programmes en 2010 aux États-Unis. Alors ces programmes, ils ont plusieurs caractéristiques que je vais détailler rapidement. La première, c'est qu'ils sont fondés sur une évaluation systématique, généralement fondée sur le principe des études avec cas témoins, ce qui pose d'ailleurs des difficultés éthiques sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, mais qui sont importantes. Et elle revendique systématiquement un meilleur rapport coût-efficacité par rapport à la prison, évalué sur tout un ensemble de variables, soit le fait que, par exemple, ces programmes offrent un meilleur accès des personnes aux soins, soit une réduction du temps de vie passé en prison, soit une réduction de l'usage de stupéfiants, une amélioration de la qualité de vie et, plus intéressant, surtout, une réduction significative du risque de récidive.
On sort donc, dans un certain sens, d'un discours idéologique sur la prison pour rentrer dans une logique d'evidence-based policy qui a ses limites, mais qui a un mérite. Parce que je ne veux pas du tout paraître naïf sur ces études. Elles posent tout un ensemble de questions au niveau même de la manière dont sont construites les données. Mais elles ont au moins un mérite, c'est de souligner que la lutte contre la récidive... Vous savez qu'en France, il est très à la mode de dire qu'il y a un laxisme des personnes qui proposent des alternatives à la prison. Et en même temps, les mêmes personnes qui dénoncent le laxisme sont celles qui clament leur volonté de lutter contre la récidive. Or, alors là, pour le coup, les études sont à peu près systématiques pour dire que la prison est l'un des facteurs les plus importants pour la récidive. Donc, si vous voulez, les laxistes ne sont peut-être pas nécessairement là où on croit qu'ils sont. Premier point, donc. Deuxième point, ces études rompent avec le modèle de la prison et elles s'appuient sur une volonté explicite de déflation carcérale affichée par tous les acteurs, en tout cas sur les cas qui sont visés, que ceux que je décris, c'est-à-dire troubles mentaux, sans-abrisme et aussi abus de substances que je ne traiterai pas ici. Les principes de ces alternatives, c'est orienter les personnes malades soit vers le système de soins classique, soit leur intégration dans des programmes médico-sociaux dans la communauté qui couplent hébergement collectif ou individuel, accompagnement individualisé par des travailleurs sociaux, et si ça se justifie, donc pour les cas de troubles mentaux sévères, c'est aussi des soins médicaux en ambulatoire. Il y a une logique et une stratégie de soins dans la communauté et de prise en charge dans la communauté. Parfois, je le signale, avec des prises de décision assez courageuses, parce qu'un certain nombre de programmes concernent des personnes qui ont commis des crimes et qui sont atteints de troubles psychiatriques très sévères, et on est prêt quand même à prendre le risque de les prendre en charge dans la communauté avec ces dispositifs-là, et ça marche. Ce point mérite d'être noté, ça marche. Troisième élément, troisième caractéristique de ces dispositifs, c'est qu'ils adoptent une vision qu'on peut appeler séquentielle de la chaîne qui conduit de l'interpellation à l'incarcération. Et ils envisagent des stratégies de diversion à tous les moments différents de cette chaîne. Et ça, c'est un point sur lequel je veux insister parce que les problèmes éthiques ne se posent pas de la même manière aux différents moments de la chaîne. D'abord, premier moment, ce qu'on appelle les pre-booking diversions, donc les évitements qui visent avant tout à réduire les interpellations par le développement de collaboration entre police et acteurs de santé mentale et le développement de centres de prise en charge à bas seuil, où on peut déposer les personnes atteintes de troubles psychiatriques en grande précarité. Ce type de solution pose des problèmes éthiques spécifiques. J'y reviendrai un peu, si j'ai le temps, sur la fin. Ensuite, des stratégies qu'on appelle de post-booking diversion, qui appliquent soit l'abandon ou la suspension des poursuites, soit un aménagement de peine avec la mise en place de programmes alternatifs en milieu ouvert, voire le développement de cours spécialisés dans le cas de troubles psychiatriques et précarité, ce qu'on appelle des cellules psychiatrie précarité. Alors, je passe sur ça, mais ce que je voulais souligner, c'est l'importance de ce champ à l'échelle internationale. Et maintenant, je passe sur le deuxième constat, qui est le cas français. Et là, on a une double déception. La première, c'est au point de vue même de l'état de la situation, les données statistiques étudiant les croisements entre troubles psychiatriques sévères, sans-abrisme et incarcération sont rares, très rares. C'est un objet peu travaillé. Les rares études existantes montrent néanmoins, d'une part, une prévalence importante des troubles psychiatriques sévères dans la population sans abri. Je pourrais vous donner les chiffres, mais je ne vais pas les détailler ici. D'autre part, une surreprésentation des troubles psychiatriques en prison, avec tout un ensemble de problèmes qui se posent parce que la manière dont sont construites les études, il y a une forme d'extrapolation parfois importante et une marge d'erreur non négligeable, mais malgré tout, on peut noter une surreprésentation assez marquée. Et enfin, une surreprésentation de personnes en extrême précarité en prison. Il y a peu d'études sur le parcours social des détenus, ce qui est quand même assez stupéfiant. Mais pour vous donner quand même une idée, 20% des entrants en prison sont sans logement stable, selon une étude de l'administration pénitentiaire en 2001, 40% sans logement personnel, 41% sans emploi, et un groupe à précarité forte, avec tout un ensemble de variables pour le mesurer, de 22%. 12% de SDF sont suivis dans les
SMPR, les services médicaux psychiatriques régionaux, selon une étude de l'adresse. Ces études, elles sont confirmées par le sentiment des acteurs sur le terrain, que ce soit les maraudeurs, les travailleurs de rue, les acteurs médicaux, judiciaires, etc. Le phénomène de revolving doors existe en France aussi. Deuxième constat, plus surprenant encore, c'est l'absence quasi totale d'initiatives structurées visant à réduire l'incarcération des personnes atteintes de troubles psychiatriques en grande précarité en prison. La France vit dans un modèle qui tourne en rond autour de l'enfermement comme solution fondamentale. D'un côté, à partir du mythe selon laquelle, je vais y revenir ensuite, la prison serait un milieu comme un autre où le soin pourrait s'effectuer, qui a conduit à la création successive des CMPR, puis des SMPR, avec cette idée selon laquelle, au fond, la prison est un élément de la politique de secteur général, comme un autre, dans lequel le soin s'exerce comme partout ailleurs. D'autre part, avec le développement que vous connaissez peut-être des UHSA, unités hospitalières spécialement aménagées, pour résoudre le problème des malades réputés dangereux pour soi-même ou pour autrui en prison. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on redouble l'enfermement en proposant un transfert des détenus dans des unités hospitalières dites spécialement aménagées voulant tout dire, c'est-à-dire avec un régime de contrainte tout à fait particulier. Alors, ça c'est très frappant, c'est-à-dire cette incapacité à poser la question des alternatives à la détention pour les publics que je décris, c'est-à-dire croisant grande précarité et troubles psychiatriques sévères. Le fait qu'en France, avant même de se poser la question de comment réduire l'incarcération de ces personnes, on est contraint de se poser la question suivante: faut-il chercher à réduire l'incarcération de ce type de public ? La question se pose du fait de la réaction ou de la résistance de tout un ensemble d'acteurs, tant du côté de la santé mentale que du judiciaire, qui manient une série de sophismes que, personnellement, je trouve particulièrement affligeants. Le premier serait le suivant: développer des alternatives à la détention, et notez-le d'ailleurs en parallèle à l'enfermement psychiatrique en hospitalier, parce qu'il ne s'agit pas de promouvoir à la place un enfermement dans un hôpital psychiatrique. Donc développer des alternatives à la détention serait créer une filière parallèle qui stigmatiserait les personnes atteintes de troubles psychiatriques. Or, ceux-ci sont des citoyens comme les autres, qui ont des droits et des devoirs comme les autres, et qui doivent donc, comme tout citoyen, être envoyés en prison. Il semblerait qu'en France, l'exercice de la citoyenneté passe potentiellement par la case prison. On trouve ce discours, y compris chez certains défenseurs de la psychiatrie communautaire, qui insistent avec beaucoup de raison sur l'autonomie et la capacité des sujets atteints de troubles psychiatriques sévères, mais qui en déduisent ce sophisme, à mon avis, fallacieux. Puisqu'ils sont autonomes et dotés de capacités et de droits, ils doivent être aussi envoyés en prison comme les autres citoyens. Mais la question qui ne se pose pas, c'est: ces personnes sont-elles vraiment des citoyens comme les autres au point de vue de l'institution policière, judiciaire et carcérale ? N'existe-t-il pas de fait et de droit des facteurs de discrimination qui font que ces personnes se trouvent précisément surreprésentées en prison ? Croit-il sérieusement que dans la belle République française, tous les citoyens sont égaux face au risque de judiciarisation et d'incarcération ? Alors je ne parlerai pas ici des discriminations qui s'appliquent aux personnes issues de certains quartiers, présentant certaines apparences ou certaines origines, mais croit-on sérieusement que les personnes en grande précarité et ou avec des troubles psychiatriques ne font pas déjà l'objet de traitements différenciés et discriminatoires dont la prison est précisément une filière spécifique ? Si bien que l'une des questions qui se pose dans ce cas-là, qui à mon avis est éthiquement fondamentale autant que politiquement, c'est de développer des filières qui sont des filières qui ne sont pas des filières spécifiques, mais qui visent à rétablir ces personnes dans le droit commun, dans une situation équitable, équivalente aux autres personnes dans le droit commun. Une situation égale, de ce point de vue-là, aux autres personnes. Parce que ça, c'est un point sur lequel je vais insister ensuite, c'est que les facteurs de discrimination de ces personnes sont inscrits dans le droit. Ce sont des facteurs structurels qui sont inscrits dans le droit, dans la procédure pénale elle-même, qui encouragent les juges de manière tout à fait légitime à
favoriser la détention pour ce type de personnes. Deuxième sophisme sur lequel je voudrais insister, particulièrement problématique celui-là, et répandu à tous les niveaux du champ judiciaire et psychiatrique, c'est l'idée selon laquelle la prison est un lieu de soins comme un autre, voire meilleur qu'un autre pour ce type de public, parce qu'enfin, on les tient et on peut les soigner. Et quand vous discutez avec les juges, je peux vous dire qu'ils le disent assez régulièrement, ça. Voire, alors ça, c'est toute une théorisation plus psychanalytique qu'on trouve chez tout un ensemble de personnes, voire la prison fournit un cadre qui a en lui-même des vertus thérapeutiques, qui rappelle la loi et qui rappelle les limites et qui permet au sujet de se reconstituer. Alors, je tiens à le dire, ce sophisme est particulièrement effrayant, notamment quand on parle des maisons d'arrêt. Présenter la prison comme un lieu de soins comme un autre, alors qu'on sait que la prison est un scandale sanitaire, au point de vue somatique, toutes les études montrent une augmentation très forte, prévalence, on va dire, des taux de contamination VIH, hépatite, tuberculose en prison. On sait par ailleurs qu'il y a une très forte mortalité et des suicides alors, au niveau carcéral, mais surtout en sortie de prison, des morts par overdose à des niveaux considérables en sortie de prison, une augmentation de toutes les pathologies mentales pendant la détention. Donc présenter la prison comme un espace de soins comme un autre, me semble-t-il, pose un problème considérable. Il me semble que le problème devrait se poser de la manière suivante, en renversant, si vous voulez, l'argument, et en disant les choses ainsi. Ne pourrait-on pas utiliser ce cas limite que sont les personnes avec des troubles psychiatriques sévères, qui, vous le savez peut-être, au titre de l'article 122.1 du Code pénal, présente justement la possibilité de sortir du système classique. Ne pourrait-on pas jouer sur ce levier pour penser à travers elle des alternatives à la détention qu'on puisse ensuite appliquer à tout un ensemble d'autres personnes? Autrement dit, non pas du tout adapter la stratégie qui consiste à dire ce sont des citoyens comme les autres et comme tous les autres, ils doivent être donc enfermés en prison, mais jouer du fait qu'on peut s'appuyer sur un certain nombre de leviers qui justifient la possibilité du sortir du modèle de la prison dans ce genre de situation pour proposer des alternatives à la détention qui puissent ensuite, à titre d'horizon, s'étendre à une multiplicité d'autres types de publics. Donc une stratégie complètement différente de ce point de vue-là et que je pense assez importante en fait à travailler, qui permettrait en même temps de sortir de cette dimension caractéristique qui fait qu'aujourd'hui, et depuis très longtemps déjà, la prison est devenue la peine de référence alors même qu'en réalité, on pourrait parfaitement l'envisager comme une peine d'exception dans un certain nombre de cas. Il existerait la possibilité de développer tout un ensemble de stratégies alternatives de peine. Et ce type de public pourrait être un levier pour construire ce genre de choses. Alors cet horizon qui vise à étendre le principe de l'alternative à la détention à d'autres publics, et notamment à d'autres publics précaires, hors troubles psychiatriques, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important à avoir en tête parce que ça permet de sortir d'une question éthique beaucoup plus sérieuse dans ce qui concerne le développement des alternatives à la détention pour ce type de public, qui est la suivante, une critique qui consisterait à se demander pourquoi il faudrait réserver aux personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères l'accès à des alternatives qui reposent sur l'accès au logement, un accompagnement personnalisé et dans un certain nombre de cas, quand il y a les troubles psychiatriques, justement, un suivi médical. Après tout, pourquoi cibler ce type de public en particulier? Il y a une forme d'injustice ici. Et une injustice à laquelle on se trouve confronté régulièrement quand on discute avec les acteurs de terrain. Pourquoi faudrait-il que ce soit ce public et pas d'autres publics qui bénéficient de ce type de mesures? Alors, je pense que c'est tout à fait légitime comme critique, mais que précisément il faut avoir en tête que c'est un levier pour développer ce dispositif vers d'autres types de publics ensuite. Néanmoins, il faut souligner une chose, c'est que si c'est ce public qui est visé, d'abord, par ces mesures, c'est parce qu'il souffre de fait d'un double facteur de discrimination. En tant que public précaire, il est profondément discriminé en termes d'accès aux alternatives à la détention
dans les aménagements de peine, etc. Et en tant que public psychiatrique, même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, vous le savez sans doute, avec la loi Taubira en particulier, il y a eu un effort pour développer les alternatives aux incarcérations. Mais pour ce type de public en particulier, ces alternatives à l'incarcération sont extrêmement difficiles à développer à cause des facteurs de droit sur lesquels je vais revenir dans un instant. Et notamment un d'entre eux, c'est que si vous voulez bénéficier d'une alternative à l'incarcération, il faut avoir une garantie de représentation. Et les personnes en grande précarité n'ont pas de garantie de représentation. Pour le cas du public psychiatrique, l'une des autres raisons, c'est que présentant tout un ensemble de caractéristiques étranges à l'audience, ils sont immédiatement orientés vers la détention comme un moyen d'évaluation et de traitement, entre guillemets. Bien, donc je passe sur ces questions. Je voulais donc insister sur le fait qu'à mon sens, il est important de développer ces alternatives. Maintenant, comment le faire et à partir de avec quelle logique et en encadrant le problème éthique qui peut se poser, de quelle forme? Paul Blou, combien de temps il me reste? 5 grosses minutes. Peut-être 10 ou 5? Je prends 10, sinon. Ok, donc 10? On 10? 8, allez. Bon, alors je vais aller vite sur un certain nombre d'aspects, mais quand même, sur le comment, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais insister d'abord. C'est qu'il faut commencer par évacuer un certain nombre d'arguments qu'on va trouver régulièrement dans la littérature et qui, à mon avis, masquent là où se situe le vrai problème. L'un des arguments que vous allez trouver de manière habituelle dans la littérature, c'est s'il y a une importante public de personnes avec des troubles psychiatriques en prison, cela s'explique par la responsabilisation des malades mentaux. Quelque chose qui a été présenté sous la forme suivante: il y a eu une baisse de l'irresponsabilisation, c'est-à-dire de l'argument d'irresponsabilité lié à l'article 122.1. Dans les faits, il faut garder à l'esprit 2 choses. D'abord, cette baisse doit être nuancée. Les chiffres qu'on apporte sont souvent des chiffres qui sont faux, je ne reviendrai pas dessus. Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue un point, c'est que ça concerne que les personnes qui passent aux assises, parce que l'expertise automatique, elle est aux assises. Si vous croyez que la population carcérale française, elle est composée de la population qui passe par les assises, vous êtes très optimiste sur la composition de la population carcérale française, qui est très largement composée de gens qui sont en détention provisoire en attente de jugement et de personnes qui passent par la maison, enfin en maison d'arrêt, qui passent par la voie correctionnelle et qui sont souvent d'ailleurs par la voie de la comparution immédiate, sur laquelle je reviendrai dans un instant. L'autre facteur qu'on met en avant parfois, c'est un facteur qui lie la présence de personnes avec des troubles psychiatriques sévères avec la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire l'idée selon laquelle tout fout le camp, on est en train de démanteler les asiles, et donc il y a tout un ensemble de personnes qui errent dans les rues, et il faudrait revenir à ces belles pratiques d'antan, d'hospitalisation sous contrainte, parce que ces personnes-là, je caricature, mais sinon ces personnes-là se retrouvent dans la rue et ensuite se retrouvent en prison. C'est l'idée du vase communicant. Alors, en tant qu'historien, je peux vous dire qu'il faut nuancer ça d'une manière assez claire. C'est que si vous prenez les chiffres qui sont présents au début du XXe siècle des malades mentaux aux prisons, on est à peu près au même niveau, voire plus que le niveau actuel. Et en fait, on ne sait même pas si on peut vraiment évaluer une augmentation quelconque. C'est très compliqué d'évaluer l'augmentation en tant que telle. Bon. D'autre part, les arguments qui sont mobilisés sont souvent des arguments qui sont des arguments qui sont les arguments professionnels, on va dire, de gens qui se plaignent de la réduction de la possibilité d'utiliser des lits enfin des temps d'hospitalisation, etc., qui sont des arguments qu'il faut prendre avec un peu de distance. Et je pense que le point central, c'est que tout ça masque les vrais facteurs, et les vrais facteurs, comme je vous le disais, sont des facteurs de droit, liés en particulier au fait qu'on ne prête guère d'attention à l'une des filières qui alimente le plus ce type de public, qui est la filière garde à vue, comparution immédiate. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Vous prenez la littérature en général sur ces questions. On s'est beaucoup intéressé aux assises. On s'est très peu intéressé au problème de la filière garde à vue, comparution immédiate, qui, pour les publics en grande précarité avec des troubles psychiatriques, est la pourvoyeuse principale de ce type de population. Alors, c'est là que je voudrais en venir aux propositions et aux réflexions que nous avons faites avec Médecins du Mans.
D'abord, quand on s'intéresse à la filière garde à vue comparution immédiate, ce qu'on constate, c'est le caractère totalement hétéroclite de l'organisation du repérage des troubles psychiatriques dans cette filière. Aucune homogénéité des pratiques sur l'ensemble du territoire. La seule exigence légale est celle de l'article 63 du Code de procédure pénale qui exige un examen de compatibilité avec la garde à vue, généralement fait par un médecin légiste. Je vais vous donner le cas de Marseille, qui est celui sur lequel j'ai fait l'étude. 14 000 examens de compatibilité en garde à vue sur une année. Sur ces 14 000, 80 ont donné lieu au saisissement de l'unité spécialisée de troubles psychiatriques. 14 000, 80. Un différentiel de cet ordre pose des questions particulièrement importantes. Alors, il y a tout un ensemble d'autres dispositifs qui existent malgré tout, mais qui ne rendent pas du tout compte du différentiel. Si ce différentiel existe, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui passent évidemment non repérées, et si elles ne sont non repérées, c'est parce que le système lui-même est mal organisé, premièrement, et deuxièmement, et ça c'est un point important à avoir en tête, parce que l'examen de compatibilité avec la garde à vue est généralement interprété de manière extrêmement restrictive. Qu'est-ce que ça veut dire, examen de compatibilité avec la garde à vue? C'est se demander si, à l'instant T, la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui qui met en cause sa compatibilité avec la garde à vue. À aucun moment on se pose la question de savoir si indiquer la présence ou non d'un trouble psychiatrique, indiquer la rupture de traitement peut avoir un effet ensuite, plus tard, et notamment en comparution immédiate. Si bien qu'ensuite, ces personnes-là se retrouvent en comparution immédiate, scandale de la justice française, mais enfin qui n'est pas propre à la justice française malheureusement, et qu'est-ce qu'on constate en comparution immédiate? C'est que si vous êtes sans abri et si vous êtes avec des troubles psychiatriques sévères, vous avez éminemment plus de chances d'être incarcéré. Et si l'idée saugrenue vous prenait de faire jouer ce qu'on appelle un délai de droit, qui vous permettrait de faire jouer ce délai de droit pour préparer mieux votre défense, ce qui est possible, vous avez 3-4 mois de délai de droit. Qu'est-ce qui se passe selon vous? On vous envoie en détention provisoire. Et pourquoi? Parce que ni garantie de représentation, et en plus le juge a de bons arguments, parce que l'article 144 du Code de procédure pénale lui dit pas de garantie de représentation, cette personne est bizarre, quelqu'un qui est en rupture de traitement, risque de réitération de l'infraction. Et puis par ailleurs, évaluation, au moins on a l'espace où on peut les évaluer. Donc, comme vous le voyez, filière spécifique, très relative, et l'idée donc, que nous, on essayait de proposer, c'est d'une part de développer un meilleur repérage des personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères en garde à vue, de telle sorte que l'information soit fournie ensuite pour qu'il y ait une meilleure prise en compte au moment de la comparution immédiate, et d'autre part, proposer un dispositif alternatif à la détention provisoire qui puisse jouer pendant le délai de droit, avec une prise en charge communautaire, en milieu ouvert, avec un accompagnement, et ensuite, si la personne revient devant le juge, si le juge veut la condamner, parce qu'il estime comme tel à une peine de prison, c'est son problème, il motive sa décision, mais ce qu'on lui offre, c'est la possibilité de voir qu'il existe une possibilité alternative qui peut mettre en œuvre ensuite, comme possibilité aussi de peine alternative s'il souhaite le condamner malgré tout, parce qu'il y a eu un délit qu'il constate. C'est ça la proposition. Alors, si j'ai le temps pour finir, je vais juste passer sur quelques difficultés éthiques qui se posent malgré tout, parce que je ne veux pas du tout vous donner l'impression que ces alternatives sont là, panacées. Premièrement, premier point à noter, pour que ces alternatives soient de véritables alternatives à la détention, il faudrait une politique volontariste d'alternative à la détention. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la croissance de la population carcérale et la croissance de la population sous main de justice en parallèle, avec les soi-disant alternatives à la détention qui n'en sont plus du tout. Une solution serait, c'est une proposition très philosophique celle-là, parce qu'avant qu'elle arrive à être mise en place, une solution serait d'instaurer un plafond arbitraire du taux de population incarcérée sur la population générale. Un peu comme il y a un taux de dette maximale. En gros,
la question serait la suivante, dans un cas comme ça, quel taux une société accepte de sa population incarcérée? Ça inciterait évidemment à développer tout un ensemble de solutions alternatives. Une solution plus praticable, c'est imposer une politique où l'alternative à la détention est a priori adoptée et qu'il faut motiver la décision d'incarcération, en tout cas pour les délits, je ne rentre pas dans le cas des crimes, dans le cas présent, et appliquer cette politique. Alors maintenant, pour finir, donc, je vais reprendre une à une les différentes séquences et les problèmes que ça peut poser. Je vous l'ai dit, l'une des premières approches qu'on pourrait faire, c'est développer un dispositif qui vise à réduire les interpellations. Réduire les interpellations pour les personnes avec des troubles psychiatriques sévères présentant une situation de grande précarité. Pour ça, on pourrait faciliter la coopération avec la police, mettre en place des lieux à bas seuil dans lesquels la police peut déposer ces personnes sans avoir besoin de passer par les urgences psychiatriques, par exemple, voire développer des cellules psychiatrie-police. À notre sens, ce type de solution est éminemment problématique. Et d'ailleurs, toutes les études anglo-saxonnes sur ce type de solution montrent qu'elles ont pour effet d'accroître la population sous contrôle sans réduire la population incarcérée. Il est donc essentiel, me semble-t-il, de maintenir le filtre judiciaire qui, en dépit de tous ses défauts, a au moins une qualité, c'est que vous savez pourquoi vous êtes arrêté et incarcéré. Et jugé d'abord en contradictoire, etc. Il y a quand même un point important là-dessus, à maintenir le filtre judiciaire. Le cas du repérage des troubles psychiatriques en garde à vue pose des problèmes similaires. L'un des risques est de voir les psychiatres, qui sont assez doués là-dessus, convertir tout un ensemble de pathologies, des comportements divers, et étendre ainsi le filet de contrôle avec une structure souple en milieu ouvert qui pourrait en plus mobiliser, qui serait assez pratique. Là encore, le filtre judiciaire permet de bloquer ça. C'est pour ça que moi je suis très attentif au fait qu'il faut impérativement que procès il y ait. Parce que mine de rien, il fait qu'on est jugé sur un certain nombre d'éléments matériels pour quelque chose qui a été commis. Avec toutes les imperfections qui vont avec, c'est un filtre important. Par ailleurs, il reste qu'on peut inviter la psychiatrie, la mettre devant sa responsabilité et espérer qu'elle soit capable de délimiter clairement les cas graves sur lesquels ce type d'alternative doit être mis en place. Si ce n'est pas le cas, alors la question est, on pourrait dire, c'est à désespérer de la psychiatrie. On peut toujours dire qu'il y a des raisons de désespérer de la psychiatrie, mais je pense que c'est important de la confronter à cette obligation, de définir clairement ce qu'elle entend par troubles psychiatriques sévères, notamment troubles psychotiques, et clarifier sa position là-dessus pour réserver à ce genre de cas ce type de procédure. Enfin, je finirai par le dernier point, qui est la comparution immédiate. Il est important pour moi, c'est pour ça que c'était l'idée centrale, c'était d'user du délai de droit. Parce que le délai de droit qui existe en comparution immédiate permet de replacer les personnes dans la situation équivalente aux autres en termes de droit commun. Il ne s'agit pas donc de proposer une figure spécifique, mais il s'agit de dire quelqu'un qui a des garanties de représentation et qui n'a pas de troubles psychiatriques sévères pourrait faire jouer ce délai de droit en comparution immédiate. Et il n'irait pas en détention provisoire. Donc il s'agit de lui donner la même possibilité. D'autre part, si peine alternative il y a à la sortie, cette peine alternative doit rester une peine alternative. Peine alternative, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la personne est condamnée pour une période durée jusqu'à l'instant T et pas plus loin. C'est-à-dire que le grand danger serait de voir se développer des alternatives indéfinies, comme le permettent de manière générale les enfermements psychiatriques ou le suivi psychiatrique en général, dont vous savez que sa caractéristique fondamentale, c'est qu'il n'a pas de fin claire. Là, ce qui est important, c'est de maintenir le contrôle du droit de ce point de vue-là. Voilà, je m'arrête là-dessus, en espérant avoir montré un peu les enjeux éthiques qu'il pouvait y avoir sur ce type de questions.